ce journal. Au lieu de me rendre plus belle en m'entretenant, ils ont préféré me changer d'identité. Pontant la poubelle au lieu de Pontant la belle comme autrefois. L'appellation de Pontant la belle est bien due à l'insalubrité qui m'a gagné de partout, depuis le centre-ville jusque dans les quartiers périphériques. Tenez, mes grandes avenues et ruelles sont remplies des tas d'immondices, des eaux usées, stagnées ça et là. Mes rivières polluées, mes coins et recoins remplis des matières fécales, au point que l'on ressente des odeurs nauséabondes de partout. Mes canalisations bouchées des déchets causés par l'incivisme de ceux qui m'habitent, les Pontenègres. Ajoutez à ce tableau déjà sombre la saison pluvieuse, la saison où je deviens davantage très sale avec des inondations et plein de mares d'eau. Je deviens boueuse et pas beau à voir, mais pas seulement. Le manque d'hygiène et les odeurs que je renvoie sont source des maladies comme la typhoïde, le paludisme et bien d'autres maladies dues à la saleté. Je vous prie de rendre sain mon environnement, sinon ma beauté d'antan. S'il vous plaît, votre bien-être en dépend. Signé de ma propre main, Pontant la belle. C'est en 1999 que les Nations Unies ont choisi la date du 25 novembre, date de l'assassinat macabre de Patria, Minerva et Maria Teresa Mirabal, pour célébrer la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pour la petite histoire, lors d'un bal de jeunes, la jeune Minerva, l'une des sœurs Mirabal, âgée alors de 23 ans, dotée d'une grande intelligence ainsi que d'une rare beauté, repousse avec fermeté les avances de Rafael Leonidas Trujillo, surnommé le Réfé, le chef en français, qui a dirigé à l'époque d'une main de fer la République dominicaine dans les années 50, ce qui attirera à sa famille la colère et les foudres du dictateur. C'est alors que le 25 novembre 1960, les trois femmes dominicaines, les sœurs Mirabel, furent assassinées à la machette, puis leur corps jeté dans un précipice par les services secrets dominicains sur les ordres du chef de l'État, le Réfé. Cette journée est donc devenue aujourd'hui le symbole d'un combat pour l'élimination des violences à l'égard des femmes dans le monde entier. Cette année, à l'échelle internationale, le thème retenu est mettre fin maintenant ou ranger le monde. Au Congo, le thème choisi est Congolais, Congolaises, impliquons-nous tous contre la violence faite aux femmes pendant la période de Covid-19. Jessica Mamoni Goma, présidente du groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre, nous en fait le décryptage. C'est un thème qui est tout à fait intéressant parce que dès le départ, il s'adresse aux Congolaises et aux Congolais. Cela montre vraiment qu'il faut une implication, un travail en synergie entre les hommes et les femmes pour pouvoir arriver justement à faire baisser les violences justement. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il parle de l'implication. C'est un thème qui est vraiment intéressant à décrypter parce que quand on parle d'implication, cela signifie qu'il faut prendre la question à cœur, il faut agir. Donc les femmes doivent agir, connaître leurs droits et agir pour les protéger. Les hommes doivent agir, connaître les droits des femmes et agir pour les protéger. Super intéressant. Et puis on a parlé de la période, cette période de pandémie à coronavirus qui a malheureusement accentué les violences envers les femmes, surtout pendant la période de confinement où plusieurs femmes ont été frappées, violées, injuriées. Plusieurs femmes ont perdu leur autonomie parce qu'elles ne pouvaient plus travailler et on ressent les stigmates de cette période jusqu'à ce jour. C'est pour cela que voilà, il faut continuer cette sensibilisation pour protéger les femmes et pour garantir leurs droits, surtout en cette période de Covid-19. La violence faite aux femmes a des graves conséquences. Il faut donc viser son élimination pour pouvoir atteindre une baisse considérable des chiffres de violence envers les femmes, a-t-elle ajouté. Le regard sur la violence reste encore un sujet drôle, un sujet négligé, un sujet méprisé et nous avons besoin que le maximum de personnes comprennent qu'il s'agit d'une réalité avec des conséquences graves et justement il faut viser l'élimination pour pouvoir atteindre une baisse considérable des chiffres de violence envers les femmes. Pour Régine Goma, coordonnatrice des organisations de la société civile Pointe-Noire-Cuilou, l'élimination des violences à l'égard des femmes passe par la formation,
l'éducation et l'information en vue de les mettre au parfum des différentes voies de recours. Une femme doit être formée, une femme doit être informée, une femme doit être éduquée pour connaître en cas de violence, qu'est-ce qu'elle doit faire, en cas de violence, où est-ce qu'elle peut courir, en cas de violence, quel est le comportement qu'elle doit tenir. La violence contre les femmes a de lourdes conséquences et peut empêcher la réalisation de projets dans certains domaines cruciaux, tels l'élimination de la pauvreté, la lutte contre le VIH-Sida, la paix et la sécurité. Avec la crise sanitaire due au Covid-19 et du fait des confinements, les violences conjugales, physiques, psychologiques, verbales et sexuelles ont augmenté dans le monde au premier trimestre de l'année 2020, comparé à la même période de l'année 2019, selon certaines ONG internationales. Pour cela, les Nations Unies ont lancé le concept 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, qui débutera au lendemain du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Il s'agit d'une stratégie mondiale pour appeler à la prévention et à l'élimination tant soit peu des violences à l'égard des femmes. Ces 16 jours d'activisme prendront fin le 10 décembre, journée des droits humains. Figure emblématique de la politique congolaise, Lekunzu Iti Osetumba fait son entrée dans l'histoire politique du Congo depuis l'époque du monopartisme. C'est dans le plus pur des hasards qu'il s'est mis au devant de la scène politique. En effet, après ses études secondaires au collège Chaminade, il s'en va en 1968 en France pour la poursuite de ses études à l'école supérieure de commerce de Strasbourg. Quelques années plus tard, pendant qu'il n'a pas encore achevé ses études, ses camarades de l'association des étudiants congolais, AEC en abrégé, dont il est le président, le charge de la mission de repartir au Congo pour s'enquérir de la situation générale du pays à la suite des changements qui s'y sont entre-temps intervenus. À son arrivée au Congo, Justin Lekunzu, comme il se nommait à l'époque, décide d'y rester et d'apporter son soutien au président Marien Ngouabi. C'est alors qu'il va, comme dans la foulée, être nommé au poste de directeur général du bureau de la commission du contrôle. Il restera à ce poste jusqu'en 1969, quand il fera son entrée au bureau politique du Parti congolais du travail, PCT en sigle. Lekunzu Iti Osetumba est ensuite nommé ministre de l'Industrie et des Mines de 1971 à 1973. Il est d'ailleurs l'un des rares Congolais à avoir assumé les fonctions de ministre sans du moins disposer d'une quelconque expérience professionnelle. Après son parcours au ministère de l'Industrie et des Mines, Lekunzu prend la direction de la CORAF, la congolaise de raffinage, de 1984 à 1989. Puis il est élu député PCT dans la région de la Cuvette en 1992. Au sortir des événements de 1997, il est nommé ministre de la Reconstruction jusqu'en 1999. Puis, de 1999 à 2002, ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale. Nanti désormais d'une grande expérience politique, Lekunzu Iti Osetumba prendra alors la présidence du groupe parlementaire du PCT à l'Assemblée nationale en 2002, avant de disparaître complètement de la scène politique en s'exilant volontairement en France. En 2020, l'homme politique devra faire face à un événement malheureux qui l'affectera tout le reste de sa vie. Il s'agit de la mort de son épouse bien-aimée, Charlotte Emilienne Lekunzu. Une disparition dont il aura du mal à se remettre. Il confiera d'ailleurs plus tard, je cite, « Une partie de moi s'en est allée ». Faisant cette fois-ci face à la maladie depuis quelques temps, Lekunzu avait été hospitalisé en France où il a bénéficié de la visite reconfortante du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, en séjour à Paris. Comme un prophète sentant sa dernière heure arriver, Lekunzu Iti Osetumba décide alors de rentrer au Congo, sa terre natale. Le natif de Bunji, vers les années 1941, ne sera resté à Brazzaville qu'une semaine avant de rejoindre ses ancêtres le jeudi 25 novembre, entouré de sa famille. S'il y a des travaux des marchés domaniaux qui sont restés inachevés à Brazzaville, figurent ceux du marché de l'intendance, situé sur l'avenue qui porte le même nom dans le quartier Texaco à Talangaï. Les travaux de réhabilitation de ce marché qui avaient donné la lueur d'espoir aux commerçants ainsi qu'aux populations riveraines d'avoir un marché digne de ce nom n'a été tout simplement qu'un abandon de la part des pouvoirs publics qui n'ont pas pu achever les travaux. Lancé en 2014 avec la société chinoise Dao, celle en charge de l'exécution des travaux, ce chantier, arrêté une année après, a laissé la place à la poussée des herbes. Comme dit un dicton populaire, la nature a l'horreur du vide. Exprimant son indignation sur la question, le président du marché appelle les autorités à relancer les travaux. La mera yebsaki na biso te bolongola
La mairie nous a dit de quitter. C'est depuis 2014 qu'on a commencé les travaux. Ils nous ont donné 18 mois pour réintégrer le marché. Par contre, en 2015, les travaux sont arrêtés. Maintenant, là nous traînons à vendre dans la rue. On n'est pas à l'aise. Nous demandons au gouvernement de finir les travaux afin que nous libérons la voie publique. Ce chantier abandonné sert aussi d'habitation pour des maçons de la société chinoise Dao venus de Dolisie. Ces derniers, qui se sentent abandonnés à leur triste sort, exigent le paiement de leurs droits afin qu'ils libèrent les lieux. Un d'eux s'est prêté à notre micro. Nous sommes arrivés avec les Chinois depuis 2014. Je suis maçon, mais en 2015, les Chinois ont arrêté les travaux de la construction du marché. Ils sont partis, ils nous ont laissés seuls jusqu'aujourd'hui. Quand nous déclarons notre argent, ils refusent de donner. La raison est que le gouvernement n'a pas pu payer la totalité de leurs dettes. Ici, nous souffrons avec les enfants. Que l'État nous dédommage pour que nous rentrons dans nos villages. Ici, il y a des Koulouna qui arrivent la nuit. Notre vie est en danger. Pour votre gouverne, des informations que nous avons glanées sur place font état que ce site se transforme la nuit au vu au sud des pouvoirs publics au lieu de refuge des bébés noirs. Un véritable danger pour les paisibles populations qui se vaquent librement à leurs occupations. Toutefois, on fait savoir à ces maçons que la cause directe de l'arrêt des dits travaux aurait été le manque de financement de la part de l'État, espérant que les pouvoirs publics trouveront des solutions adéquates pour autant soit peu soulager les populations. Semblable aux dégâts que cause une pluie diluvienne, le traumatisme, un dommage ou choc résultant d'une lésion causée par une blessure ou un coup. C'est aussi en psychologie la conséquence d'un trauma psychologique. C'est ce dernier qui est le calvaire ou le vécu de plusieurs enfants. Des enfants rongés par la peur, le stress, en vivant sous leurs yeux la maltraitance de leur maman, perpétrée par leur papa au sein de leur famille. C'est souvent des actes d'une brutalité sans pareil. Le foyer qui devait être un milieu convivial par excellence, renvoyant l'amour, la joie, la paix, la gaieté à satiété, propre pour l'épanouissement d'une famille, semble devenir un milieu hostile. Certains foyers deviennent presque des camps militaires. Hélas, une catégorie des époux exagère dans leurs mauvaises manières, se permettant de maltraiter leurs femmes, même devant leurs enfants, avec des actes de violence verbaux et physiques, faits des insultes, des menaces sexuelles, des coups de poing, aux allures d'une compétition de karaté, de boxe ou de judo. Une marginalisation qui ne dit pas son nom. Bref, cela entraîne chez l'enfant qui le vit au quotidien une lésion intérieure, un choc dans sa tête qui impacte parfois toute sa vie avec pour conséquence directe le déséquilibre sur le plan scolaire, dans la vie sociale et pourquoi pas la mort. Et l'on se rend compte que dans cette vie, il y a beaucoup de traumatisés psychologiques. Ce genre d'enfant, devenu papa ou maman, ce traumatisme aura des répercussions sur sa famille. Combien ne sont-ils pas dans cette situation ? Le trauma psychologique renferme des conséquences émotionnelles pénibles qui peuvent entraîner à l'enfant une désorientation dans la vie, surtout s'il n'est pas suivi par un psychologue. Si la loi divine nous demande d'aimer son prochain, c'est-à-dire lui faire du bien, à plus forte raison à son époux ou à son épouse. Non, l'homme ne doit pas être ennemi de sa femme, mais plutôt un amour. En effet, un confident, afin de faire régner un climat de bonheur dans la famille, propre à favoriser l'épanouissement tous azimuts de sa progéniture. Dans cette mine artisanale située à Loulouaba dans le sud de la RDC, ces dizaines d'hommes recherchent du cobalt. Le pays possède aussi du lithium en grande quantité. Il est notamment utilisé pour nos batteries de téléphone portables. Avec ses immenses réserves minières, la RDC sait qu'elle a de quoi attirer les investisseurs internationaux. Ce qui est arrivé, sur les 20% du territoire exploré, eh bien, nous avons des gisements qui vont jusqu'à 400 millions de tonnes de lithium. Ce qui, en fait, aujourd'hui,
nous ramène à être la première grande réserve de lithium au monde, dépassant les gisements de Greenbush en Australie, qui n'a que 70 millions de tonnes de lithium. Pour attirer les capitaux étrangers, la RDC mise sur un argument, le faible coût des investissements qui serait moins élevé que dans d'autres pays. C'est qu'en RDC, pour créer une usine de 10 000 tonnes de minerais qui va produire les batteries électriques, il faut un investissement de 39 millions de dollars. La même usine, lorsqu'elle est installée aux États-Unis, il faut 117 millions de dollars pour la rendre opérationnelle. La même usine, lorsqu'elle est installée en Chine, il faut 112 millions de dollars. Le pays veut aller plus loin que la simple exportation de ses matières premières. La stratégie du gouvernement est de pouvoir, par exemple, produire des batteries sur place et ainsi générer de l'emploi. Après la découverte d'un nouveau variant du coronavirus jeudi, l'Afrique du Sud fait figure de persona non grata. Après la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie et Singapour ont emboîté le pas et interdit les vols en provenance d'Afrique australe. À l'approche des fêtes de fin d'année, le variant baptisé Omicron provoque l'inquiétude. La Covid-19 est très grave, mais il y aura toujours de nouveaux variants. Alors je ne sais pas comment nous allons faire si on continue à verrouiller à chaque fois qu'on en trouve un. Alors que les touristes étrangers commençaient tout juste à revenir en Afrique du Sud, réputée pour sa faune et ses panoramas naturels, la décision de l'Occident pèse sur le pays qui espérait une bonne saison touristique post-endémique. Dans le pays, le tourisme représente 3% de l'économie et fournissait plus de 700 000 emplois avant la pandémie. Le tourisme est très important pour Cape Town. Il y a des dizaines de milliers de familles qui dépendent de l'industrie touristique. Et toute la journée, j'ai été inondé de messages de tour opérateurs qui étaient complets pour décembre avec des réservations pour des visites, mais aussi des propriétaires de petits hôtels et maisons d'hôtes. Tout ont été annulés, c'est une très mauvaise nouvelle. L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre l'imposition de restrictions de voyage, précisant qu'il faudrait des semaines pour comprendre les implications de la nouvelle souche. En attendant, plusieurs pays misent sur la prudence. Week-end d'élection en Algérie. Le pays renouvelle ce samedi ses assemblées locales. 15 000 candidats sont en lice dans plus de 1500 communes à travers le pays. Un scrutin jugé clé pour les observateurs afin de tourner définitivement la page du règne du défunt Bouteflika. L'occasion pour les 23 millions d'électeurs d'imposer la volonté de changement exprimée par le mouvement du Irak. Ce scrutin servira également de test pour l'actuel président Abdelmajid Tebboune qui s'est engagé à réformer toutes les institutions du pays. Malgré une campagne jugée morose, cette troisième élection de son mandat présidentiel devrait enfin attirer les Algériens vers les urnes. Alors que le référendum il y a un an avait été approuvé par moins d'un quart des électeurs, les législatives anticipées de juin dernier avaient-elles été marquées par un taux d'abstention record de 23%. Les résultats de ces élections locales sont attendus dimanche, en fin de journée.